de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle webconf, hein. Et puis je laisserai Aurore Perrault et Laurent Frenzel se présenter. C'est eux qui vont animer donc cette webconférence. Donc après avoir la webconf il y a 10 jours, qui avait pour but de mieux comprendre le myélome multiple, qui avait été animée donc par Cyril de Nantes et puis Salomon Magnier, hein, deux professeurs. Donc ce soir, donc on va aborder l'aspect des traitements du myélome, donc en première ligne après diagnostic et aussi en première rechute. Voilà. Je laisse la parole à Audrey pour vous donner toutes les informations pratiques sur comment utiliser le chat, hein. Oui, donc merci Bernard et bonsoir à tous. Donc vous êtes toujours super disciplinés, donc vous avez trouvé comment dire bonjour et n'hésitez pas donc à nous dire bonjour et d'où vous êtes. Hop. Donc le chat est en bas à droite, vous pouvez écrire voilà vos messages traditionnels et quand vous avez des questions à poser à nos médecins qui sont actuels, il y a une petite bulle qui est là et quand elle est activée, elle devient bleue. Ça permet de mieux identifier votre question et après votre question va aussi apparaître en bleu. Donc essayez vraiment de respecter, de vraiment poser vos questions avec cette option-là. Ça permet aux médecins de mieux voir vos questions et de pouvoir y répondre au mieux du moins. Et puis voilà, donc je relaisse la parole à Bernard. Hop. Oui, donc moi je vais tout de suite laisser la parole je pense que Laurent Frenzel est en train de nous rejoindre, hein. On vient d'avoir un message, mais j'ai laissé donc la parole au professeur Aurore Perrault là, pour qu'elle puisse se présenter donc avant de rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, merci beaucoup Bernard. Donc Aurore Perrault, je suis hématologue à Toulouse. J'ai été formée à Nancy et puis j'ai fait une grande diagonale de la France. Et donc avec Laurent Frenzel, qui est hématologue à Necker, on va vous parler aujourd'hui des traitements de première ligne surtout et de première rechute, sans faire de détails sur l'immunothérapie qui sera abordée par ailleurs. Et donc, tant qu'il n'est pas là, on ne va pas répondre tout de suite aux questions, mais je vais commencer et puis ça va le faire venir. Ok. Donc, oui, quelques mots donc, sur la plateforme Myélonet, hein, vous avez vu que pour la première fois, donc avec l'invitation pour participer à cette webconf, vous aviez un lien avec une petite capsule vidéo d'une tutrice, hein, Aurélie Pêche, voilà, qui avait pour but, je dirais, que vous puissiez visiter cette plateforme, hein, qui a demandé un travail important à la fois à la F3M et à l'IFM, parce que tous les contenus sont des contenus validés par les médecins hématologues de l'IFM, hein. Et voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir passer quelques minutes pour prendre connaissance de ces contenus. Vous pouvez également réagir. Vous pouvez déjà poser des questions et vous serez accompagné et orienté par des tuteurs qui sont mobilisés chaque semaine pour répondre à vos questions. Voilà, donc on peut passer la diapo suivante. Alors oui, comment s'inscrire, Audrey, on peut le redire une énième fois, mais bon, c'est comme souvent, c'est simple, hein. Il suffit de cliquer. Donc, il faut avoir un compte sur le site de la f3m.org. Je rappelle que ce compte est entièrement gratuit et pour participer à la plateforme Myélonet, c'est également complètement gratuit. Donc, quand vous êtes inscrit, vous avez le petit PowerPoint pour vous montrer où il faut cliquer et y aller. La toute première fois, je le rappelle, là où vous allez arriver, on va vous demander un identifiant qui est, je ne sais pas, votre surnom, un nom inventé. Ne mettez pas votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse personnelle. Enfin voilà, essayez d'être, je sais pas, imaginatif par exemple. Et on vous demandera votre situation, donc si vous êtes malade, proche ou professionnel ou autre. Et vous aurez accès donc à l'ensemble du contenu qui est sous forme de cours que vous pouvez consulter
à votre convenance. Donc, vous allez arriver sur les actualités et vous pourrez aller tout en haut dans les cours et les outils et vraiment participer au contenu que vous désirez. Je ne sais pas, Bernard, si vous vouliez reprendre la suite. Oui. Donc, Mielonet, c'est une plateforme qui est ouverte toute l'année, hein, qui est accessible en permanence. Par contre, on vit 2 temps forts chaque année, hein, 2 sessions tutorées où on propose donc aux malades et aux aidants et aux proches qui le souhaitent de consulter des contenus à la carte, hein. On a changé un peu de dispositif. Avant, on encourageait les gens à suivre un parcours pédagogique complet. Aujourd'hui, en fonction de vos attentes, si votre attente, c'est de mieux comprendre les traitements, ben, vous participez bien sûr à cette webconf, mais vous pouvez ensuite revenir sur cette plateforme Mielonet, hein, et vous avez des contenus, vous serez guidé pas à pas, hein, pour revenir sur les thèmes de cette webconf. Vous bénéficierez des vidéos qui ont été présentées à la dernière GNM et d'autres vidéos, et vous bénéficierez également de tous les échanges qui ont déjà eu lieu entre participants à cette plateforme Mielonet et tuteurs. Voilà. Et donc la session tutorée en cours, elle est ouverte jusque fin juin. Mielonet, concrètement, c'est 500 personnes qui sont un peu plus de 520, je lis sur le slide, hein. C'est 12 tuteurs mobilisés, donc des bénévoles de la F3M, pour suivre les contributions, les commentaires qui sont postés sur la plateforme. Et on en a dénombré 226 depuis la mise en place de cette plateforme fin 2022, début 2023. Oui. Voilà. OK. Et je peux juste rajouter une petite chose. Actuellement, justement, comme les tuteurs sont sur la plateforme, on a décidé de mettre chaque semaine une conversation, ou là, en l'occurrence, plusieurs, vu qu'on fait les conversations en fonction des webconférences qui arrivent. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes concerné par un des points de la webconférence du jour, à aller en discuter sur la plateforme Mielonet. Les tuteurs sont là pour vous aider. Voilà. OK. Donc, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Antoine, je suis en conf. Je suis en conf à 19h. À 19h. Donc, je commence peut-être par les patients éligibles à l'autogreffe. Je reprends la main, normalement, je peux. Allez-y, vous pouvez. Donc, en fait, quand on se trouve en situation de diagnostic initial de myélome, déjà, la première chose, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut faire un traitement? Parce que donc, on a vu déjà des questions dans le chat où, en effet, il y a certains patients qui ont un diagnostic au stade de myélome dit indolent, c'est-à-dire sans retentissement sur des organes, sans retentissement sur le rein ou sur l'os, et tout ça, vous l'avez vu dans la première vidéo, donc dans la première conf. Donc, quand on a un myélome indolent, on ne traite pas, en général, on fait une surveillance. Et par contre, quand on a des critères de traitement qui sont les fameux critères CRAB, donc une anémie, une hypercalcémie, une insuffisance rénale, des lésions osseuses, ou des critères un peu moins parlants, mais des critères qu'on appelle SLIM, qui sont des critères, des signes d'évolutivité et qui sont plutôt biologiques sur le rapport des chaînes légères ou sur l'imagerie, sur l'IRM. À ce moment-là, on décide de débuter un traitement. Et quand on décide de débuter un traitement, pour décider lequel, eh bien, on se pose la question, est-ce que le patient peut recevoir un traitement intensif avec une autogreffe? Puisqu'aujourd'hui, quand on peut faire ce traitement intensif, on le propose toujours systématiquement en première ligne. Peut-être que ça changera dans les années à venir, mais aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie qui a montré qu'on pouvait faire mieux que l'autogreffe, malgré les progrès et les nouveaux traitements. Alors, quand on fait une autogreffe, il y a une séquence de traitement. Il faut bien sûr, pour pouvoir greffer les cellules, il faut d'abord les recueillir. Donc, dans la partie initiale de l'induction, il va y avoir une période de collecte de ces cellules souches. Alors, on appelle ça des cellules souches périphériques, parce qu'en fait, normalement, les cellules souches de la moelle osseuse, elles sont dans la moelle osseuse, et là, on arrive à les faire passer dans le sang pour pouvoir les récupérer plus facilement que si on devait aller les ponctionner dans la moelle osseuse, dans le bassin, au bloc opératoire, comme ça se faisait il y a
maintenant plusieurs dizaines d'années, on va dire. Alors, le traitement d'induction, on va le détailler juste après. En général, au bout de 3 mois d'induction, on fait cette collecte de cellules souches, puis on reprend le traitement d'induction 4 à 6 mois au total. Et puis, ensuite vient la procédure d'autogreffe proprement dite, qui consiste à faire une chimiothérapie forte, du melphalan à forte dose, et c'est ça qui donne les effets secondaires. Puis, une fois que le melphalan est éliminé 2 jours après, réinjecter les cellules souches pour qu'elles refabriquent des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, et qu'elles permettent de sortir d'aplasie et de sortir de cette période à risque de faire des infections notamment. Une fois qu'on a récupéré après l'autogreffe, en général 2 mois après, on peut reprendre un traitement dit de consolidation qui ressemble au traitement d'induction en général. Et parfois, on ne fait pas de traitement de consolidation. Ça dépend un petit peu des situations, mais parfois, on peut passer directement au traitement de maintenance. Et ça, ce traitement de maintenance, il dure, je dirais, au moins 3 ans. En tout cas, on essaye d'avoir cet objectif de 3 ans. Aujourd'hui, on fait du lénalidomide tout seul. Donc un comprimé par jour, 3 semaines sur 4 pendant 3 ans. Et probablement que dans un futur proche, on pourra y ajouter de l'immunothérapie, du daratumumab, mais pour l'instant, ce n'est pas remboursé. Alors, si on prend les détails des traitements, donc on dit qu'on fait un traitement quadruple, c'est-à-dire qu'on associe 4 molécules de classes différentes, un anticorps anti-CD38, le daratumumab, un inhibiteur du protéasome, qui est en général du bortezomib. Alors, on a eu un essai clinique récent, l'essai Midas, où l'inhibiteur du protéasome, c'était du carfilzomib. Un imide, c'est la 3e molécule, thalidomide ou le plus souvent maintenant l'énalidomide, et puis toujours la dexaméthasone, dont on réduit les doses au fil du temps, mais on commence toujours à bonne dose. Donc DARA-VTD ou DARA-VRD, DVTD, DVRD, c'est l'acronyme qui fait référence aux 4 molécules qu'on utilise pendant 4 à 6 mois. Ça se fait à l'hôpital de jour, tout se donne soit en comprimé par la bouche, soit en injection sous la peau, donc parfois à l'hôpital de jour et à la maison en hospitalisation à domicile, mais en tout cas il n'y a pas besoin d'hospitalisation s'il n'y a pas de complications pendant cette phase de 4 à 6 mois. Alors ensuite vient la période d'autogreffe. Donc une autogreffe, ça nécessite en général 15 jours d'hospitalisation. Dans certains centres, la première semaine où c'est l'administration de la chimiothérapie, la réinjection des cellules souches, il n'y a pas de complications à cette partie-là. De temps en temps, ça peut se faire à l'hôpital de jour et à la maison. Mais en tout cas, la 2e semaine, c'est là que les globules blancs sont bas, qu'il y a éventuellement besoin de transfusion, qu'il y a cette période d'aplasie où on est à risque de faire des infections. Et où on a aussi la toxicité du melphalan de la chimiothérapie sur les muqueuses. Donc on peut avoir une mucite et puis de la diarrhée, puisqu'en fait, la chimiothérapie, elle attaque toutes les cellules qui se renouvellent, y compris les cellules de l'intestin, du tube digestif, et ces cellules mortes doivent s'éliminer sous forme de diarrhée. Donc souvent, on tolère un peu cette diarrhée. Bon, si elle est trop importante, on essaie de la calmer, mais c'est un processus un peu normal d'élimination des cellules mortes tuées par la chimiothérapie et le temps qu'elles cicatrisent, si vous voulez. Alors cette diapositive, elle nous montre un petit peu comment on regarde la réponse au traitement. Donc vous savez que les myélomes, la plupart du temps, il y a un pic monoclonal, ce pic qui est à droite. Parfois, quand c'est un myélome à chaîne légère, on ne le voit pas, il faut faire d'autres dosages. Donc pour voir si le traitement marche, on regarde dans le sang si cette quantité d'anticorps monoclonal produite par les cellules malades diminue. Et donc on voit ce pic diminuer chaque mois quand on le contrôle. C'est pas comme dans d'autres maladies où on n'attend pas 3-4 mois pour faire un contrôle. Là, on suit les choses tous les mois, à chaque cycle. Et donc, vous pouvez demander à votre hématologue de vous donner les résultats de ce pic. C'est ça qui nous rassure, parce qu'en général, quand même, ce traitement marche très bien. Mais l'objectif, c'est d'essayer d'aller à 0, ou en tout cas que ça régresse à chaque mois. Au début, ça baisse souvent vite, et puis après, ça va un peu plus lentement, mais tant que ça baisse, c'est qu'on va dans le bon sens. Alors, nous, on distingue ce qu'on appelle la réponse partielle, quand le pic il a diminué de moitié. Si au début, vous aviez un pic à 20 grammes et que vous passez à 10 grammes ou 9 grammes, vous êtes en réponse partielle. La très bonne réponse partielle, où le pic a diminué de 90%, donc si vous avez un pic à 20 grammes, pour être en très bonne réponse partielle, il faut être à moins de 2 grammes par litre. Une réponse complète, on ne le vérifie pas toujours, parce qu'il faut, bien sûr, alors il faut ne plus avoir de pic, il ne faut plus avoir de traces non plus dans les urines, parce qu'on peut aussi voir ce même pic en partie dans les urines.
Mais pour dire réponse complète, il faut refaire un myélogramme. Alors, dans les protocoles des essais cliniques, on fait systématiquement des myélogrammes, on regarde aussi souvent la maladie résiduelle en routine, quand il n'y a pas d'essais cliniques, etc. Savoir que le patient est en très bonne réponse partielle, ça nous suffit. On ne va pas changer le traitement si on est en très bonne réponse partielle. Donc parfois, il y a des centres qui font ce myélogramme pour dire réponse complète, et puis il y a d'autres endroits où on ne le fait pas parce que ça ne change pas le traitement. Et donc des fois, vous voyez dans vos courriers très bonne réponse partielle alors qu'il n'y a plus de pic. C'est probablement parce qu'on ne vous a pas fait le myélogramme et que du coup, on ne peut pas affirmer formellement la réponse complète. Et il y a un niveau encore supérieur de réponse, encore meilleur, on va dire, c'est cette réponse complète stringente, où vous avez déjà tous les critères de réponse complète, mais en plus, il y a une analyse un petit peu plus fine dans la moelle osseuse, en cytométrie en flux, et il y a une normalisation du rapport des chaînes légères kappa lambda, même si vous n'avez pas un myélome à chaîne légère. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre jargon pour qualifier la qualité de la réponse. Meilleure est la réponse, statistiquement. Alors une statistique, ça ne va jamais pour une personne en particulier, mais meilleure est la réponse, statistiquement, plus longue est la durée de la rémission. Donc je vous parlais un petit peu de maladie résiduelle. Donc on évalue la maladie résiduelle, en fait, on utilise souvent l'image de l'iceberg. Quand vous êtes au diagnostic, vous êtes en haut de l'iceberg. Quand vous êtes en réponse complète, on est au niveau de la mer, donc on ne voit plus rien au-dessus du niveau de la mer, mais il reste tout ce qui est en dessous du niveau de la mer. Et donc, pour dire maladie résiduelle indétectable, négative, il faut arriver très très bas, en bas de l'iceberg, dans les profondeurs, entre guillemets, en dessous de la mer. Donc c'est une façon pour nous de voir la quantité de maladies qui reste. Et aujourd'hui, avec les techniques dont on dispose, on peut mesurer une cellule du myélome pour 1 million de cellules totales de la moelle osseuse. Donc on appelle ça une sensibilité de 10-6, une cellule sur 1 million. Je ne sais pas si on fait une petite pause pour des questions. Du coup, j'arrive pas à faire les deux en même temps, le chat est... Bernard, il faut activer votre micro. Je vois vos lèvres bouger, mais votre micro n'est pas activé. Ok, je remets mon micro, oui. Il y a eu plusieurs questions sur le traitement d'entretien par Revlimid. Hein. Voilà, sur la durée de ce traitement d'entretien. Est-ce que, voilà, j'ai vu que quelqu'un disait, mais apparemment, il a un suivi de sa maladie résiduelle qui est à 10,6 depuis plusieurs fois. Est-ce qu'il est nécessaire de maintenir ce traitement d'entretien? Alors, en fait, et il y a même quelqu'un qui, alors moi, j'ai pas connaissance de ça, que la HAS n'avait pas validé la durée du traitement d'entretien sur. Alors en fait, au niveau européen, avec les études qui ont été faites pour approuver le Revlimid en entretien, la proposition de l'AMM, c'est de dire on peut faire du lénaludomide, ce qu'on appelle nous jusqu'à progression, qui fait pas toujours plaisir aux malades parce que ça rappelle que cette maladie revient. Oui. Et du coup, on pourrait donner du lénaludomide 4 ans, 5 ans, 6 ans, en tout cas tant que la maladie n'est pas revenue. Et on dit jusqu'à progression ou intolérance, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, voilà, tant que le patient peut le supporter. Il y a plusieurs études qui montrent qu'au-delà de 3 ans, plus de la moitié des gens ont arrêté, parce que c'est quand même pas si facile à supporter au long cours, la diarrhée, la fatigue, les crampes, etc. Et donc, et puis il y a aussi des arguments de dire qu'il vaut mieux un moment peut-être arrêter. Alors il ne faut pas arrêter à 6 mois ou 1 an, en tout cas si on le supporte, il faut essayer de continuer plus loin. Mais si on arrête à 3 ans ou 3 ans et demi ou 4 ans, je ne sais pas, et qu'on a un intervalle libre, déjà pour vous d'avoir un intervalle libre en termes de qualité de vie, c'est quelque chose d'hyper important, mais en plus, on sélectionne peut-être pas des cellules qui vont être résistantes au lénaludomide. Ça, on ne connaît pas encore très bien, mais il y a quelques années, on se disait il vaut mieux pas rendre le myélome résistant, parce que c'est comme si vous aviez un microbe et que vous mettiez des antibiotiques en permanence dessus. Le jour où le microbe il se réveille, il devient résistant à cet antibiotique. Donc il y a des gens qui disaient il vaut mieux arrêter, puis si la maladie revient 2-3 ans après, on pourra réutiliser le lénaludomide. Peut-être que les choses changeront parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement d'autres traitements que si on ne peut plus utiliser le lénaludomide, on a d'autres options. Mais c'est vrai qu'en France, on a choisi, parce qu'on avait fait plusieurs études et parce qu'il y a aussi des données anglaises qui disent qu'au-delà de 3 ans, ça vaut quand même plus la peine. On avait choisi de recommander plutôt de faire 3 ans à durée fixe. Il y a aussi une question sur les chaînes légères. Et c'est vrai que c'est assez fréquent que des malades, la maladie réapparaît avec les chaînes légères. Est-ce que la présence
important de chaîne légère est peut-être un critère qui conduit à décider un nouveau traitement. Alors, si c'est un nouveau traitement, si c'est dans le contexte de rechute, oui. Enfin bon, d'ailleurs, si c'est le premier traitement et qu'il n'y a pas d'autres critères, CRAB par exemple, c'est la même chose. Si on a des chaînes légères à plus de 1000 mg par litre, c'est là qu'on peut commencer à avoir un peu peur d'avoir des complications au niveau des reins. En fait, les chaînes légères, quand elles sont en excès, elles précipitent dans les tubules, dans une partie des reins, qui bloquent les reins et donnent cette insuffisance rénale aiguë, éventuellement chez certains patients la nécessité de dialyse le temps qu'on fasse le diagnostic, etc. Si vous avez 300 ou 500 de chaînes légères, normalement, on ne peut pas dire jamais, mais il y a très 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 peu de risque rénal. Si vous êtes à 1000 mg par litre, il n'y a pas de risque rénal majeur, mais si vous vous retrouvez à avoir une déshydratation, si vous prenez des anti-inflammatoires, un diurétique, pour quelque raison que ce soit, de l'iode pour un scanner, ou si vous avez une gastro-entérite, eh ben, le facteur favorisant plus les chaînes légères vont faire que ça précipite et que là, vous pouvez vous retrouver en insuffisance rénale. Si vous avez 10 000 de chaînes légères, là, le risque, il est beaucoup trop grand. Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait cette insuffisance rénale. Donc, voilà, des fois, on se base sur la valeur totale des chaînes légères. Mais quand même, ce qui est très important, c'est de voir l'évolutivité. Il y a des patients qui sont à 800, 900 mg de chaînes légères depuis plusieurs années. Ça ne bouge pas et qui n'ont pas trop envie d'avoir un traitement. Leur docteur, il leur a bien expliqué que si, par contre, ils étaient déshydratés, il fallait s'hydrater. Et ils vivent sans traitement. Donc voilà, chaque cas est aussi un peu différent. Il y a aussi une question qui aborde le fait que, est-ce que, suite à un diagnostic de myélome, on peut déjà envisager une double autogreffe dans certains cas, enfin... Oui, il y a des situations où on propose d'emblée une double autogreffe, donc c'est une autogreffe, puis 3 mois après une deuxième. Éventuellement, entre les deux autogreffes, on peut faire ce traitement de consolidation dont je vous ai parlé. Pourquoi de temps en temps on propose ça? C'est parce qu'on a des caractéristiques sur la cytogénétique, sur les chromosomes des mauvaises cellules, donc ce n'est pas une maladie génétique transmissible, c'est quelque chose qui est acquis et qui est seulement sur ces plasmocytes tumoraux. Mais parfois, on a des anomalies de ces chromosomes qui, statistiquement, sont plus mauvais et associés à des rechutes plus précoces. Donc, on fait des traitements plus forts. Et aujourd'hui, un traitement plus fort, c'est de faire 2 greffes. Alors, bientôt, on espère qu'on aura des nouveaux traitements, que les CAR-T-cells, que les anticorps bispécifiques, qui pourront servir à remplacer la deuxième autogreffe pour ces patients-là. Mais aujourd'hui, comme on a ces anticorps bispécifiques et ces CAR-T-cells qu'en rechute ou dans des essais cliniques, ça nous arrive encore relativement, de temps en temps de proposer cette double greffe. Il y a une question aussi qui est pas sur le sujet d'aujourd'hui, qui dit mais pourquoi les patients ne peuvent pas accéder plus précocement en première rechute, voire en deuxième rechute, aux anticorps bispécifiques? La réponse est que les anticorps bispécifiques actuels sont toujours en excès précoce. Voilà, oui, et puis en fait, la réponse, c'est que l'évaluation des anticorps bispécifiques, en première rechute est en cours. En fait, il y a des essais cliniques qui l'évaluent, mais donc tous les patients ont été inclus, mais maintenant on attend les résultats, et comme les progrès sont quand même importants, mais il faut souvent plusieurs années pour avoir ces résultats-là. C'est ça. Alors, moi, ce que je modérerais ce stress, entre guillemets, de dire pourquoi on n'a pas accès. Quand on a un patient qui est en première rechute simple, pour nous simple, c'est-à-dire une rechute au bout de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, une rechute où il n'est pas réfractaire à toutes les molécules reçues antérieurement, j'allais dire, on n'a pas besoin à ce stade des anticorps bispécifiques. Peut-être que dans 5 ans, on les aura et ce sera très bien, mais aujourd'hui, on a d'autres solutions. Et par contre, quand on a des patients qui sont en première rechute, mais qui, par exemple, progressent pendant la phase d'induction ou de consolidation, là, on a besoin de ces nouveaux traitements. Et les anticorps bispécifiques, c'est un peu compliqué, mais par exemple, les CAR-T-cells, on arrive, en discutant avec le laboratoire BMS qui gère l'accès précoce de l'ID-cell, pour avoir le CAR-T-cell en première rechute. Donc, pour les patients qui en ont besoin, on a des solutions pour proposer ces nouveaux traitements plus tôt. Mais pas chez tout le monde. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit très gênant aujourd'hui. Et pour les CAR-T, avec moi, il y a un dossier qui est en cours d'évaluation par l'HAS pour permettre l'accès plus précoce aux CAR-T.
Voilà, Ouais, quelques tout à lignes fait. de Et budget. l'autre CAR-T, il y a aussi un dossier qui est en train d'être réévalué pour le Cilta-cel. On espère que ça se terminera mieux que la dernière fois, mais ça devrait, parce que l'étude de phase 3 est positive. Et on espère qu'on aura accès au Cilta-cel peut-être fin 2024, en première rechute. Voilà. Et puis il y avait une question aussi, en fait, vous avez répondu, est-ce que finalement le traitement d'induction la durée, on a évoqué 6 mois, voilà. Est-ce qu'on peut aller au-delà des 6 mois? Je ne sais pas si le malade répond, mais lentement, enfin voilà, prolonger ce traitement d'induction avant l'autogreffe. Alors, c'est pas classique, mais de temps en temps, on peut le proposer. Et on peut le proposer aussi, vous savez peut-être ou vous savez pas, mais que des fois, on a des difficultés dans les hôpitaux à accueillir tous les patients en même temps pour des autogreffes. Donc, moi, ça m'arrive en ce moment. On a quelques lits fermés à l'Oncopole, parce qu'il y a manque d'infirmières, etc. Et on a plusieurs patients qui doivent avoir en même temps une autogreffe. On a une place pour 4 personnes, je vais dire. Mais plutôt que d'arrêter le traitement pendant 2 mois et de prendre le risque que la maladie elle reparte un peu, on continue le traitement d'induction. Alors s'il y a une neuropathie, on l'allège, on arrête le Velcade, on continue que daratumumab, lénaludomide par exemple, mais on laisse pas la maladie sans rien. Et voilà, c'est des façons de s'en sortir avec des contraintes pour lesquelles on n'y peut rien en fait. Donc moi ça me choque pas du tout. Ce qu'il faut vérifier toujours, c'est que la maladie est toujours sensible et qu'elle repart pas pendant cette induction prolongée. Alors il y a des questions qui auraient pu être posées la semaine dernière, mais aussi en fait, est-ce qu'une analyse de sang, je pense, permet de détecter une insuffisance rénale? Et voilà, un malade, enfin quelqu'un qui participe dit on fait systématiquement une analyse d'urine. Alors est-ce qu'on est sûr de pouvoir détecter éventuellement une insuffisance rénale uniquement à partir des analyses de sang? Oui, en fait, le sang est plus précis, est plus précis même pour le dosage des chaînes légères. Et puis l'insuffisance rénale, ça elle se voit par un dosage en prise de sang, pas dans les urines. Dans les urines, on voit la quantité de protéines, on peut voir d'autres choses, mais le diagnostic de l'insuffisance rénale, il se fait sur la prise de sang. Alors ainsi, on l'a pas évoqué dans la chaîne des traitements, mais quand on a des problèmes osseux, on a accès au bisphosphonate. Ouais. Voilà. Et il y a une question qui dit, est-ce qu'il y a une alternative à ce traitement-là aujourd'hui, ou c'est la seule option possible pour... C'est la seule option approuvée, remboursée dans le myélome. Il y a d'autres molécules, ce qu'on appelle des anti-rancligants, mais qui aujourd'hui ne sont pas remboursés en France, donc on n'utilise pas du tout en première intention. On n'a pas trop de problèmes avec les biphosphonates. Il faut faire attention à ne pas prescrire les biphosphonates pendant plus de 2 ans, parce que si on fait plus de 2 ans, on s'expose à des risques au niveau de la mâchoire. On fait attention à ce que les gens aillent voir le dentiste au moins au début de traitement. Après, la seule problématique avec les biphosphonates, c'est l'insuffisance rénale. Pour des insuffisances rénales moyennes, modérées ou moyennes, on réduit les doses. Pour les insuffisances rénales sévères, là, c'est un peu plus embêtant, et c'est dans ces situations-là, en fonction du statut osseux, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de biphosphonates ou besoin de beaucoup de biphosphonates, mais les gens qui ont une atteinte osseuse et qui ont besoin d'un traitement de consolidation, soit il y a une seule vertèbre qui est fragile et on peut faire une cimentoplastie, soit s'il y a vraiment plusieurs vertèbres et qu'on ne peut absolument pas utiliser biphosphonates, on a cette alternative. Alors, il faut toujours discuter quand les médicaments ne sont pas approuvés, remboursés, ce n'est pas aux malades de payer, mais nous, à l'hôpital, on a besoin de le justifier, en fait. Mais quand on a des arguments, on y arrive. Voilà, il y avait aussi une question qui revient sur est-ce qu'on a une meilleure réponse si on a les quartiers des anticorps spécifiques. Enfin, je pense qu'on peut dire, ça a été dit la semaine dernière par les intervenants en disant, mais avec les traitements standards aujourd'hui que vous avez évoqués, qu'on va évoquer pour la rechute, ça fonctionne très bien chez un certain nombre de malades. Enfin, moi j'en suis un témoin, si vous voulez. J'ai encore jamais eu de Darzalex, et uniquement avec du Velcade, Revlimid, dexaméthasone, j'ai eu des périodes de rémission de 8 ans. Donc, voilà. Oui, c'est sûr qu'en fait, le myélome est très hétérogène, et il y a des gens pour qui c'est important qu'on puisse avoir les anticorps bispécifiques et les CAR-T-cells très tôt. Très tôt. Voilà. Et d'autres pour lesquels, aujourd'hui, on fait du DARA-RD pour les gens à qui on ne fait pas d'autogreffe.
Et si 6-7 ans après, seulement il rechute, dans 6-7 ans, on aura sûrement accès en première rechute, donc il n'y a vraiment Oui. aucun péril. Voilà, là où on est embêté, c'est pour les gens qui ont des maladies très agressives, en fait. Voilà, je Laurent nous vois. a rejoint. C'est dur Laurent, de se connecter. Oui. Voilà, c'est bon. gros problème technique. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Pas grave. On arrive à ta partie, c'est parfait. Après cette séquence de questions-réponses en direct, je vous propose peut-être de poursuivre et de s'intéresser aux patients un peu plus âgés, on va dire, qui n'ont pas accès à l'autogreffe. Tu veux reprendre, Laurent? Vas-y. Allez, ok, ça va. Merci Aurore. Merci, toujours un plaisir de participer à vos émissions autour effectivement des traitements sur le myélome. Donc, patients non éligibles à l'autogreffe. Alors, Aurore a un peu expliqué un peu ce que c'était l'autogreffe et les évolutions des différents protocoles. Moi, j'aimerais toujours commencer par dire, souvent quand je dis que voilà, non, en fait, l'autogreffe, c'est peut-être pas effectivement le meilleur traitement pour vous. Souvent, on est un peu déçu. On se dit oui, mais c'est peut-être une perte de chance pour moi de ne pas pouvoir effectivement accéder à cette autogreffe. En fait, on verra que non, l'autogreffe, c'est sûr que c'est un traitement. Aujourd'hui, il reste le traitement de référence pour un certain âge, en tout cas, avec effectivement des très bonnes données. Mais aujourd'hui, au vu de l'évolution des nouveaux traitements, c'est vrai que en termes d'efficacité, on s'approche quand même de résultats sans autogreffe avec ce qu'on vous pouvez avoir il y a encore quelques dizaines d'années avec l'autogreffe. Donc, j'insiste bien, le fait de ne pas être éligible à l'autogreffe n'est pas synonyme en tout cas de se dire bon voilà j'ai une perte de chance, bon, le traitement va moins bien fonctionner. Non, pas du tout. Alors sur quels critères on va se baser pour justement dire oui, est-ce que pour vous, l'autogreffe, c'est un bon traitement ou on préfère effectivement ne pas vous faire l'autogreffe et d'envisager un autre type de thérapeutique? C'est avant tout l'âge. L'âge, alors, il y a encore quelques années, on avait l'âge de 65 ans. Parce que les études dans les années 90 avaient montré que jusqu'à l'âge de 60-65 ans, il y avait un intérêt à faire un autogreffe. Au-delà, c'est le problème de l'autogreffe, c'est un petit peu ce que j'allais dire, la toxicité, les effets secondaires de l'autogreffe qui sont probablement plus difficiles à supporter à partir d'un certain âge. Mais aujourd'hui, avoir 70 ans aujourd'hui, c'est pas la même chose que d'avoir 70 ans dans les années 90. On est beaucoup plus en forme, tant mieux. Ça veut dire aussi qu'on supporte mieux les traitements. Et donc, on peut aujourd'hui discuter, en tout cas, de faire l'autogreffe jusqu'à 70, voire 75 ans. En fait, ça dépend un petit peu de votre forme, des problèmes de santé que vous avez déjà eu avant. Tout ça, en tout cas, en tant qu'hématologue, on le prend en compte et on décide à ce moment-là si le fait de faire une autogreffe ne va pas être plus mauvais, entre guillemets, en tout cas, vous allez plutôt mieux le supporter, bien le supporter et ne pas vous mettre quelque part en difficulté avec un traitement qui aujourd'hui, en tout cas, peut être remplacé. En tout cas, peut-être les autres types de traitements ont des résultats qui sont aujourd'hui très proches. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment important parce que c'est vraiment des questions que j'ai régulièrement. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, le traitement, on va dire, de référence, le traitement qu'on utilise le plus en première ligne, c'est-à-dire au moment où on entre dans la maladie, il faut démarrer un traitement. On a décidé que probablement que l'autogreffe n'était pas la meilleure solution. C'est cette association-là. C'est ce qu'aujourd'hui on utilise le plus en France, et j'allais dire même dans beaucoup de pays du monde. C'est l'association daratumumab, vous savez, l'anticorps anti-CD38, Aurore en a parlé juste avant, un médicament qu'on appelle le Revlimid, que beaucoup d'entre vous, bien entendu, connaissent, donc le lénaïdomide, qui fait partie de la famille des imides, et des corticoïdes. Ça, c'est vraiment, on va dire, le traitement qu'on utilise le plus. Pourquoi? Parce que les études ont montré qu'avec cette association-là, on a des très très bons résultats. On a effectivement à avoir des réponses très prolongées. Et puis, somme toute, cette association-là, elle est quand même relativement bien supportée. Alors, je dis relativement. Oui, alors ça fait baisser un peu les globules, ça fatigue un petit peu. Ça, c'est vrai aussi pour le Revlimid, par exemple, mais c'est quand même globalement bien supporté. Alors, c'est vrai que plus on prend le Revlimid, on va avoir effectivement plus on risque d'avoir certains effets secondaires qui, autant au début, sont peut-être pas forcément très embêtants, mais c'est vrai qu'au bout de quelques mois, voire quelques années, j'allais dire, de prise de médicaments, bon, ça commence à être un peu pénible.
Je veux parler par exemple des problèmes digestifs, la diarrhée, ça c'est des soucis avec le Revlimid, mais c'est des choses qu'on arrive à adapter en diminuant les doses et puis en proposant des traitements associés. Peut-être certains d'entre vous connaissent effectivement le Questran, les antidiarrhéiques. Donc c'est des choses effectivement qu'on arrive effectivement au fur et à mesure à adapter en fonction de comment vous supportez le traitement. Donc ça c'est un point important parce que normalement ce traitement-là, on peut le continuer tout le temps. Et probablement que les meilleurs résultats sont quand on continue ce médicament tout le temps, c'est-à-dire effectivement, j'allais dire jusqu'à ce que la maladie soit effectivement devient un peu moins sensible et réapparaisse, ou jusqu'à ce on a des effets secondaires, mais on a tendance en tout cas à continuer cette association le plus longtemps possible. Et un des premiers médicaments qu'on va probablement arrêter, c'est pas le daratumumab. Vous savez, le daratumumab, c'est l'anticorps monoclonal qu'on donne par voie sous-cutanée. Au bout d'un moment, c'est une fois par mois. C'est quand même un passage rapide en hôpital de jour, hein, donc c'est pas le problème. Mais c'est plutôt la dexaméthasone. Ça, on sait qu'au bout d'un moment, notamment après plusieurs mois d'utilisation, ces corticoïdes fortement dosés, on a tendance à les diminuer, puis à les arrêter complètement parce que on sait qu'en les continuant un certain temps, il y a plus de risques d'infection liés à la dexaméthasone. Puis au bout d'un moment, on n'en a plus besoin parce que la maladie, elle répond très bien, le pic est stable, ou voire même n'est quasi plus détectable, ou plus détectable du tout. Donc on peut se permettre à ce moment-là, tout simplement, effectivement, d'arrêter en tout cas certains médicaments. Et le premier médicament en général qu'on arrête, c'est la dexaméthasone. Diapositive suivante. Ça peut arriver dans certains cas, on ne puisse pas utiliser le Revlimid. Alors, pourquoi? Souvent, soit parce qu'on ne le tolère pas. Alors ça, c'est quand on démarre le traitement et on fait des réactions, notamment des réactions cutanées. Ça peut être embêtant parce que souvent, ça revient à chaque fois qu'on fait le Revlimid. Et ça quand même, ça embête globalement pour continuer le traitement. Donc, on ne peut pas continuer le Revlimid. Ou aussi, dans certains cas, on a vu effectivement dans les symptômes du myélome qu'on peut avoir le rein qui fonctionne un petit peu moins bien, au moins au départ. Et c'est vrai que le Revlimid étant éliminé par le rein, quand le rein ne fonctionne pas bien, le Revlimid est assez difficile à utiliser. Il faut qu'on diminue beaucoup les doses. Enfin, c'est pas si simple que ça. Et donc ça peut être des situations où on peut tout simplement remplacer le Revlimid par un autre traitement. Et celui qu'on utilise le plus, c'est par exemple le Velcade, qui est également un traitement par voie sous-cutanée, en association ou non avec une autre molécule qu'on appelle le melphalan. Et ça, c'est un protocole qu'en France, en tout cas, on utilise très peu par rapport effectivement, à nos collègues espagnols. C'est juste une histoire d'habitude, mais c'est vrai que le Velcade, en tout cas, probablement parmi vous, vous connaissez déjà ce médicament-là, et on peut très bien l'utiliser. Lui, par contre, ne pose par exemple pas de problème si le rein ne fonctionne pas correctement. Diapositive suivante. Donc, je ne sais pas si jusque-là vous avez des questions. J'imagine qu'Aurore a répondu au chat. Votre micro, Bernard. Oui, je remets. Il y a peut-être, si vous voulez, parfois des questions très précises sur des situations personnelles. Alors, c'est vrai que, voilà, il faut rappeler que ces webconf n'ont pas pour objet de faire des téléconsultations à distance, hein, que sans connaître l'ensemble de votre dossier, c'est difficile pour les médecins ici présents aujourd'hui de dire vous pouvez arrêter. Enfin, voilà. Donc ça, je fais cette petite remarque. Alors, il y a une question qui permettrait, je pense que ça pourrait faire 2 jours de discussion congrès commis, c'est pourquoi les plasmocytes deviennent résistantes au traitement, enfin voilà, chez certains malades, plus ou moins rapidement. Alors, ça, je sais que le CIRIC de Nantes, Angers, travaille beaucoup sur ces questions-là. Voilà. Je crois qu'il y a énormément de chercheurs, de biologistes qui travaillent sur ça. Pour l'instant, on observe des choses, mais de comprendre, c'est une autre histoire, en fait. De comprendre et de pouvoir empêcher, c'est une autre histoire, je pense. Oui, il y a des immunologistes qui s'intéressent plutôt au système immunitaire, il y a des gens qui regardent à l'intérieur des cellules la réparation de l'ADN, des choses comme ça, mais c'est vrai que pour l'instant, on décrit des mécanismes, ça ne veut pas dire qu'on arrive à les contrecarrer, mais ça viendra, on l'espère. Par exemple, on commence à avoir des protocoles avec des molécules qui limitent l'épuisement des lymphocytes T, donc avec des bispécifiques dont on sait qu'ils stimulent le lymphocyte T. Si on met un médicament qui empêche l'épuisement,
sous réserve que ça marche, mais il y a des essais qui sont en cours. Peut-être que ça améliorera l'efficacité de ces immunothérapies. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une discussion qu'on avait en comité scientifique. Je ne saurais pas vous dire, mais vous pourriez le dire, il y a quand même beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours en France. Hein. Je ne sais pas, Laurent ou Aurore, le nombre comme ça, un chiffre, mais voilà, c'est difficile de répondre, hein, parce que ça dépend Oui. beaucoup des centres déjà. Hein. Donc, après, c'est Oui. vrai qu'avec l'IFM, on a des protocoles qui sont effectivement dans l'IFM, ce qu'on appelle les promoteurs, c'est-à-dire dirigent entre guillemets ces protocoles. Mais je pense que c'est difficile. Il faut imaginer qu'il y en a plusieurs dizaines en fait. Hein, donc, ça dépend beaucoup des centres. Donc, tous les centres n'ont pas accès au même protocole. C'est ça qui est, faut pas hésiter. Et justement, typiquement la F3M et puis l'IFM, on essaye effectivement de mettre à jour un tout petit peu les différents protocoles et éventuellement les centres qui peuvent effectivement être ouverts à tel et tel protocole qui pourrait correspondre à certaines personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à nous demander à ce moment-là, bien entendu. Voilà. Et puis de toute façon, l'hématologue qui suit un patient peut être amené à se poser la question de dire mais c'est bien de l'intégrer de lui donner accès à un essai clinique. Ouais. Oui, souvent les essais cliniques, il ne faut pas imaginer qu'on se dit ça ne sert à rien, je vais être un cobaye, non, je ne veux pas participer à un essai clinique. Non, en fait, il faut le voir. Alors, souvent, déjà, le fait de participer à un essai clinique, c'est un peu rassurant parce qu'on est. Alors, déjà, vous avez vu un peu là où vous êtes suivi par les hématologues, l'hôpital de jour, il y a souvent un très bon suivi. Il y a une équipe qui est là et qui est plutôt très bien. Mais c'est vrai que le fait de participer à une recherche clinique, c'est encore au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une surveillance qui est encore beaucoup présente. Et ça, souvent, ça peut être perçu, on dit oui, mais bon, je ne veux pas trop qu'on me surveille. Mais non, la plupart du temps, en général, on me dit quand même qu'on se sent rassuré par rapport effectivement à cette surveillance. Et que voilà, donc faut l'imaginer que participer à un protocole, si on vous propose de participer à un protocole, bien sûr, il n'y a pas de perte de chance pour vous, évidemment. Et qu'il y a un intérêt et que vous allez peut-être être un petit peu plus sécurisé, en tout cas, en y participant. Je vous propose de poursuivre maintenant peut-être la deuxième. Oui, voilà. On est bien obligé d'aborder le problème de la rechute. Hein. Je pense que nombreux malades qui sont aujourd'hui avec nous à cette webconf ont déjà été concernés par une rechute. Donc aujourd'hui, on aborde les traitements de rechute. Je qualifie de standard. Je ne sais pas si le terme est juste, mais la semaine dernière, les médecins disaient quand même que voilà, pour des premières rechutes, on a d'excellents traitements qui sont disponibles. Voilà, on parlera dans une prochaine webconf de tout ce qui est l'immunothérapie, des CAR T-cells et des bispécifiques. Mais voilà, je laisse, je ne sais pas qui de Laurent ou Aurore souhaite reprendre la main pour présenter cette thématique. Je reprends, tu veux faire un peu de chat? Voilà. Allez. N'importe, allez. Donc, la rechute, déjà, effectivement, qu'est-ce qu'une rechute? L'intérêt, en fait, de vous surveiller quand vous êtes en phase de surveillance après un traitement ou de traitement d'entretien, c'est-à-dire qu'on a obtenu une très bonne réponse et qu'on maintient un traitement pour essayer de empêcher qu'il revienne, mais aussi retarder le moment où le myélome revient. Et donc, la définition d'une rechute biologique, c'est la réapparition de l'anticorps monoclonal dans le sang ou dans les urines, mais j'allais dire, c'est pas la réapparition de quelques traces. Pour parler de rechute, normalement, il faut un pic qui a réaugmenté de 5 grammes au moins, voire de plus si on n'était pas descendu à 0. Et donc, si on a un petit pic de 1 gramme ou 1,5 gramme ou 2 grammes qui réapparaît, il n'y a pas de drame, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une rechute, mais ça veut dire que pour l'instant, la rechute n'est pas avérée, confirmée, et qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Alors, de temps en temps, c'est très rare, mais on peut avoir des rechutes cliniques, avec par exemple des lésions osseuses, et puis ne pas avoir de pic dans le sang, ou alors que des chaînes légères, et c'est une autre situation. C'est pas parce que... on réfléchit pas que en regardant le pic, mais en tout cas, quelqu'un qui va bien, qui n'a pas de douleur, qui n'a pas d'anémie, qui n'a pas d'autres problèmes,
et qui a un petit pic à 1-2 grammes, et 2 mois après, ça passe à 3 grammes, et 3 mois après, ça passe à 4 grammes, il n'y a vraiment aucun stress. Et très souvent, on surveille la période de rechute parce que au diagnostic, vous ne l'aviez pas vu le plus souvent venir, ou sauf si vous êtes diagnostiqué au stade de myélome indolent, et là, vous savez que des fois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh ben, on ne fait rien et la maladie augmente doucement, mais on peut vivre très bien dans cette période-là. Donc voilà, il y a cette définition de rechute biologique, on voit des choses réapparaître dans le sang ou les urines, et de rechute clinique, et on reprend un traitement que quand il y a une rechute clinique, ou quand la rechute biologique est rapide, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'attendre que les gens aient des fractures pour reprendre un traitement. Donc si dans la rechute biologique, on a un pic qui se met à doubler tous les 3 mois, c'est-à-dire qu'il est à 5-6 grammes, on a déjà dit rechute, et puis 3 mois après, il est passé à 13 ou 14 grammes. Là, on se dit, ça va quand même vite, il faut reprendre un traitement. Mais si tous les 3 mois, ça prend 1 gramme, ben parfois, vous pouvez être tranquille comme ça pendant encore 1 ou 2 ans, et ça ne sert à rien de commencer un traitement trop tôt. Donc ça, c'est juste pour dire à quel moment on décide qu'il faut reprendre un traitement. Ensuite, effectivement, la stratégie, elle est différente si la rechute, elle survient 3, 4, 5 ans après la fin du premier traitement, ou 5, 6 ans après le début du premier traitement, ou si on est à 6 mois de l'autogreffe, ou 1 an et demi du début du traitement sans autogreffe. Là, on est plus embêté parce que pour nous, ça veut dire que le myélome est devenu résistant au traitement récent. Et donc, s'il est devenu résistant, la rechute est précoce, il faut changer de médicament, alors que si on rechute à distance, on peut éventuellement reprendre un traitement qui avait bien marché, surtout s'il a été bien toléré. Mais tout ça, on le réévalue en fonction des nouvelles possibilités. Quelqu'un qui rechute à 5 ou 6 ans après une autogreffe, pourquoi pas refaire une autogreffe? Alors, il y a 3, 4, 5 ans, je me disais oui. Et puis aujourd'hui, on sait qu'on a les bispécifiques, on sait qu'on a les carticelles qui arrivent, etc. On n'impose plus forcément, enfin, on ne propose plus forcément, ou on explique des fois aux patients, finalement, oui, l'autogreffe, ça n'avait pas si mal marché, mais on a mieux aujourd'hui. Donc, à chaque fois, on se remet dans le paysage actuel et on essaye de proposer le meilleur traitement à chaque étape, en fait. Ah, j'arrive pas à avancer la diapositive, si ça y est. Donc, on a déjà parlé des classes de médicaments, donc les inhibiteurs du protéasome, il y en a 3. Le bortezomib, souvent, on l'a déjà utilisé en première intention, donc celui-là, on ne le réutilise pas forcément beaucoup parce qu'il peut donner des neuropathies, mais bon, des fois, on réutilise quand même, ça dépend. Les imides, alors la thalidomide, on l'utilise de moins en moins, on utilise souvent l'énalidomide en première intention, et si on peut le réutiliser, on le réutilise, mais si on veut mettre un autre imide, parce que l'énalidomide a soit été très mal toléré, soit ne fonctionnait plus et que le myélome est réfractaire au lénaïdomide, on a le pomalidomide, qui est mieux toléré sur le plan digestif, qui peut avoir quelques autres petits inconvénients. Les anticorps monoclonaux, on n'a pas actualisé cette diapo, mais il faut qu'on enlève ATU, ils sont tous les deux remboursés. Pour l'instant, le daratumumab est sous-cut et l'isatuximab est IV, mais on peut le faire maintenant en IV rapide, 30 minutes, donc ça accélère un petit peu. Et nous, dans certaines circonstances, on se pose la question maintenant de faire le jour 15 d'isatuximab à la maison. Et il y a une forme sous-cutanée qui va venir, donc ça va aussi simplifier un peu les choses. Alkylan, on avait parlé du melphalan de l'autogreffe, il y a aussi de l'endoxan. Et la bonne vieille dexaméthasone, on la réutilise souvent à chaque fois, au moins au début du traitement d'une nouvelle ligne. Et puis dès que la maladie est de nouveau contrôlée, on la baisse ou on l'arrête. Alors là, il y avait des questions proposées. Alors, les traitements du myélome peuvent-ils être à l'origine de cancers secondaires, notamment en cas d'administration prolongée du Revlimid? Alors, c'est une interrogation qu'on a beaucoup eue il y a, je dirais, 5 à 10 ans. Et quand on a fait les premiers traitements d'entretien par Revlimid après l'autogreffe, en regardant un petit peu les autres cancers, donc qu'est-ce qu'on appelle cancer secondaire? C'est un deuxième cancer qui arrive. Ça ne veut pas forcément dire secondaire qui a un lien de causalité, mais c'est un autre cancer. Ça peut être un cancer de la peau, ça peut être une maladie de la moelle osseuse un peu différente, ça peut être un cancer du poumon, du sein, etc. Est-ce que c'est un lien avec le myélome et avec le traitement du myélome? Donc ça, c'est toujours des questions pas faciles à titre individuel. Quand on a plus de recul aujourd'hui, 5-10 ans après les premières alertes qu'il y avait eu, on a l'impression que finalement,
il n'y a pas vraiment de sur-risque. Et en tout cas, le risque qui peut se poser avec le melphalan haute dose qui, lui, est quand même de la chimiothérapie. On sait que quand on fait une chimiothérapie pour un cancer, on abîme un petit peu d'autres cellules, alors que les traitements ciblés, l'immunothérapie, a priori, il y a moins de risque de déclencher des anomalies comme ça qui peuvent être à l'origine de second cancer. Mais en tout cas, quand on prend du Revlimid prolongé sans autogreffe, là, il y a quand même beaucoup de données qui sous-tendent, qui nous disent qu'a priori, il n'y a vraiment pas de risque de cancer secondaire. Alors, il y a toujours des patients qui vont faire une deuxième maladie assez précocement et dont on se pose la question, mais quand on fait des statistiques générales à large échelle, on n'a pas l'impression qu'il y a plus de cancer secondaire après autogreffe et Revlimid. Ce qu'il faut, c'est se surveiller, parce que de toute façon, on peut tous faire un cancer de la peau, on peut tous faire d'autres cancers, donc l'intérêt d'être bien suivi, c'est aussi de les détecter tôt. On a aussi de plus en plus, en faisant des PET scanners au diagnostic des myélomes, des découvertes d'images. J'ai encore un patient il n'y a pas si longtemps, on a découvert qu'au PET scanner, il y avait une fixation sur son côlon. Et donc, on a commencé le traitement du myélome, mais en même temps, on l'a envoyé voir un gastro-entérologue qui a fait une coloscopie, qui a dit il y a un cancer qui est localisé, il l'a opéré. Et c'est quand même beaucoup mieux d'être diagnostiqué à un stade localisé pour un cancer solide que quand les choses vont moins bien. Donc, voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'administration prolongée du Revlimid, en tout cas. Et quid du protocole Freedom? Donc, c'est effectivement un protocole de l'IFM qui est conduit par Mohamed Moti, notamment, et qui propose d'arrêter systématiquement la dexaméthasone dans certains traitements de rechute. Et donc, pour l'instant, il débute ce protocole, on n'a aucune donnée, mais ça nous permettra de voir est-ce qu'il faut arrêter systématiquement la dexaméthasone. Moi, mon avis personnel est que parfois, il y a des gens qui aiment bien la dexaméthasone à petite dose pour le boost général, pour la meilleure tolérance du carfilzomib, et que chez ceux-là, c'est peut-être pas la peine de leur enlever complètement, mais que par contre, il faut s'adapter à la tolérance. Et ça, je crois qu'on a beaucoup évolué. Il y a 5 à 10 ans, on laissait la dexaméthasone longtemps, on l'a laissée à forte dose, et maintenant, on réduit vraiment très très vite, et c'est une bonne chose parce que ça réduit les effets secondaires. Et il nous reste 2 ou 3 diapos, je ne sais pas. Non. Non, c'est une diapo de questions. Donc, oui, c'est peut-être revenir sur les questions auxquelles vous avez été appelé à répondre à l'écrit. Dites-nous, parce que j'avoue qu'on ne les voit pas bien, nous, en fait. Oui, non, moi aussi. C'est pour ça que je suis très... Je ne vois pas les questions auxquelles vous avez répondu. Donc, c'est pas... On va s'affranchir de cette difficulté, voilà. Il y a peut-être aussi, est-ce que à l'avenir, il y aurait possibilité d'avoir un entretien avec un autre médicament que le Revlimid? Alors oui, il y a des études en ce moment avec un nouvel IMID qu'on appelle même un CELMoD, qui est l'iberdomide en fait. Et donc l'intérêt, alors c'est un traitement qui est pour l'instant pas commercialisé, il est dans des essais cliniques, et d'ailleurs des patients qui sont dans le protocole MIDAS, une partie ont ce traitement-là à la place du Revlimid. On ne sait pas si ça marche mieux ou pareil, ça, il y a des études en cours, mais pour l'instant on n'a pas de données. Ce qu'on a l'impression, moi j'ai participé à une étude où on a quelques patients qui ont été traités par iberdomide à la place du Revlimid en post-autogreffe. On a l'impression que c'est mieux supporté quand même. Il y a moins de diarrhée. Après, il peut y avoir un peu plus de baisse de globules blancs. Donc bon, il y a des choses qu'on apprend en fait. Mais c'est possible qu'à terme, l'iberdomide remplace le lénalidomide. Et puis il y a pas mal de programmes d'essais cliniques qui évaluent en ce moment un petit peu les carticelles, mais surtout les anticorps bispécifiques en situation de maintenance. Alors, il y a des essais qui comparent lénalidomide et bispécifique, et puis il y a des essais où le tirage au sort, il est même avec 3 groupes, lénalidomide, bispécifique et les 2. Donc voilà, peut-être qu'on vous proposera ce genre d'essais cliniques. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est mieux. On se doute que c'est sûrement mieux en termes de réponse. Il y a un peu la problématique des infections avec les anticorps bispécifiques, donc il faut faire très attention aux infections. Les gens fragiles, peut-être qu'il ne faut pas leur proposer ce protocole. Enfin, les gens fragiles sur le plan des infections, je dirais. Mais il y a des choses qu'on va apprendre en faisant les essais cliniques. Des fois, il faut aussi trouver le juste milieu entre faire un traitement
qui marche, bien sûr, mais qui n'est pas non plus trop fort pendant 2-3 ans, parce que ça impacte, ça génère des complications et ça impacte la qualité de vie aussi. Oui, puis après, il y a une question, je pense que il va falloir qu'on revoie la diapo avec le nom des médicaments, parce qu'il y a parfois, voilà, il y a des questions qui abordent le nom des médicaments avec le nom commercial, alors que sur la diapo, c'est pas le nom commercial, voilà, mais bon. Oui, il faut peut-être qu'on mette les deux pour que les gens puissent Qu'on mette les deux, parce que, voilà. Ouais. Mais ça, c'est... Voilà, je ne sais pas si Laurent, qui vient de passer, répondre à des questions, voit des questions qui mériteraient d'être réabordées à l'oral, quoi, pour... voilà, la réponse que vous avez pu apporter. J'ai abordé avec Aurore, oui. Après, c'est un peu la maintenance, la durée de la maintenance. J'ai eu quelques questions, effectivement. Oui, ça, on l'a abordé avant de rentrer en scène, oui. Et puis, c'est aussi les associations. Voilà, est-ce qu'on peut associer avec une immunothérapie? Mais là, on va en discuter également avec Aurore. Donc, voilà, des questions plutôt autour, effectivement, en tout cas, là, les dernières questions, c'était autour de la maintenance. C'est vrai que, si je peux me permettre une comparaison, en 2008, lorsque j'ai été traité pour la première fois, la caisse à outils qu'avait mon hématologue, elle était quand même assez réduite. Aujourd'hui, la caisse à outils est beaucoup plus importante, et c'est vrai qu'on voit que dans chaque classe de médicaments, il y a disponible 3 médicaments. Donc, on voit bien qu'on peut associer différemment ces médicaments. Ouais. On a augmenté le nombre de classes et on a augmenté le nombre de joueurs par équipe, en fait. Donc, effectivement, c'est à la fois plus compliqué parce qu'il y a plein d'options, etc. Mais de façon globale, c'est plus simple pour nous de prendre en charge un patient qui a un myélome aujourd'hui que nos un peu plus expérimentés collègues qui le faisaient il y a 20 ans, en fait. C'est ça. C'est évident. Et mais justement, est-ce que ça donne lieu à des discussions, parfois en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire, sur la stratégie, parce qu'on parle de bien de stratégie? Oui, des fois, on peut avoir des visions un peu différentes. Peut-être qu'il y a aussi l'hématologue qui petit à petit vieillit, et ça, c'est toujours le débat sur l'autogreffe. Est-ce que si nous, on était à la place d'un patient, est-ce qu'on voudrait avoir une autogreffe à 63 ans, à 67 ans, à 72 ans? Et j'ai l'impression, alors bon, moi j'ai l'impression pour l'instant, je prône l'autogreffe parce que je vois des résultats quand même à long terme, etc. Mais j'ai l'impression, et peut-être que je le vérifierai dans 10-15 ans, que quand l'hématologue vieillit, il a moins envie d'avoir une autogreffe. Il y a peut-être les études aussi qui vont peut-être aussi aller dans ce sens-là, on verra. Hein, donc, bien sûr. Sur ce autogreffe, mais je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un rapide tour d'horizon. Je rappelle quand même que donc on a pris cette décision maintenant il y a 2 sessions tutorées de dédoubler cette webconf et d'aborder dans une webconf spécifique tous les traitements par immunothérapie, donc CAR-T et bispécifiques, et qu'on aura la chance à nouveau d'avoir Karine Tarte, professeure Karine Tarte de Rennes, qui est une chercheuse sur les questions fondamentales sur tout ce qui est CAR-T, voilà, voilà, donc avec Olivier Decaux et Cyril Touzeau. Cette webconf est prévue donc le 3 juin, hein, toujours sous le même créneau horaire, 18-19 h. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à consulter la plateforme Myélonet, parce que c'est une façon aussi de remercier ceux qui ont mouillé la chemise pour tenir à jour cette plateforme, parce que je peux vous confirmer que les informations qui sont reprises dessus sont à jour. Hein, voilà. Vous avez aussi, on republie pas toutes les questions-réponses qui ont été abordées lors des webconf, mais on en republie un certain nombre. Voilà. Donc c'est une bonne façon de revenir à tête reposée sur les sujets qui viennent d'être abordés, si vous le souhaitez, bien sûr. Il n'y a jamais d'obligation. Voilà. Il me reste à remercier donc Aurore Perrault et Laurent Frenzel pour leur disponibilité, parce que je sais qu'ils ont des emplois du temps très, très chargés. Voilà.
Encore merci pour la clarté de vos exposés, de vos réponses. Merci, c'est toujours un plaisir et c'est vrai que désolé parce qu'on a été un peu compliqué pour fixer cette date, mais la semaine prochaine, il y a les examens nationaux de médecine qui commencent à faire parler dans la presse avec les préavis de grève et les difficultés, mais bon, bref. Et puis, puis là, ces jours-ci, avec le congrès du COMI, c'est vrai que c'était pas simple, mais on y est arrivé. Donc, merci de votre adaptabilité, on va dire, et bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée, et encore désolé pour le problème. Et merci Audrey pour assurer le support technique de ces webconf. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir.